Louis-Henri vient au monde en 1640 au sein d'une lignée de Gascons dont la spécialité familiale est de ne jamais fermer leur bouche devant l'autorité. Il grandit avec un nom prestigieux, mais des coffres tellement vides qu'on pourrait y entendre l'écho de sa propre voix. Il rencontre la sublime Françoise de Rochechouart de Mortemart à Paris, durant l'hiver 1663. C'est le coup de foudre immédiat entre deux jeunes gens qui ont autant d'esprit que de dettes de jeu. Leur mariage est une fête magnifique financée par de l'argent qu'ils n'ont absolument pas, posant les bases d'une vie commune placée sous le signe de l'improvisation financière. Dans les premiers temps de leur union, Françoise est une épouse exemplaire qui voit le danger arriver de loin. Elle sent le regard lubrique du roi Louis XIV se poser sur elle et comprend que le monarque a une idée fixe. Elle attrape son mari par la manche et le supplie de l'emmener dans le sud de la France pour se cacher parmi les chèvres et les oliviers. Louis-Henri commet alors l'erreur monumentale de lui répondre que le roi est un honnête homme et qu'elle doit rester à la cour pour surveiller leurs finances. Il préfère partir faire la guerre pour s'amuser avec ses amis, tandis que sa femme finit par succomber au souverain en 1667. La réaction du marquis à son retour est une explosion de créativité qui va transformer Versailles en cour de récréation tragique. Là où n'importe quel autre noble aurait accepté des sacs d'or en échange de sa femme, lui décide d'inventer le harcèlement artistique. Il fait équiper son carrosse de bois de serre tellement immense qu'il manque d'accrocher les arbres du parc royal. Il parade dans cette voiture peinte en noir pour bien montrer à tout Paris qu'il est le cocu le plus en colère du royaume. C'est sa façon très personnelle de dire au roi Soleil que même un dieu ne peut pas voler la femme d'un Gascon sans en payer le prix médiatique. Le marquis pousse ensuite le bouchon de l'absurde jusqu'à organiser un enterrement complet pour sa femme qui se porte pourtant comme un charme. Il fait dresser un cercueil vide au milieu de son château et invite tous les voisins à venir pleurer la défunte marquise. Il explique avec un sérieux imperturbable que Françoise est morte au moment où elle a mis un pied dans le lit du roi. Il va même jusqu'à réclamer au souverain le remboursement des cierges et de la messe des morts pour son épouse disparue. Dans un moment de folie pure, il essaie de contracter des maladies honteuses dans les ruelles sombres de Paris. Il espère de tout cœur contaminer sa femme afin qu'elle refile la vérole au roi par un effet de ricochet biologique assez audacieux. Le roi finit par perdre ses nerfs devant cet homme que l'on ne peut ni acheter ni faire taire par la logique. Louis-Henri est envoyé faire un tour à la prison de la Bastille avant d'être expulsé manu militari vers ces terres lointaines de Guyenne. Il y passe les 20 dernières années de sa vie à peaufiner son rôle de rebelle solitaire et magnifique. Il refuse de signer les papiers du divorce car il sait que c'est le seul moyen de garder un lien juridique agaçant avec le monarque. Il passe ses journées à envoyer des lettres incendiaires à Françoise pour lui rappeler qu'elle n'est qu'une ombre dorée sans honneur. Louis-Henri s'éteint le 1er décembre 1691 dans un isolement qu'il a lui-même cultivé avec soin. Il meurt alors que Françoise est déjà passée de mode à Versailles et qu'elle est remplacée par la sévère Madame de Maintenon. Il laisse derrière lui une montagne de factures impayées, mais une légende de panache qui traverse les siècles. Le marquis de Montespan reste l'image de celui qui a préféré rire de sa propre honte plutôt que de s'incliner devant une couronne. Il a prouvé qu'avec une bonne dose d'ironie et quelques bois de serre, on peut rester l'épine la plus douloureuse dans le pied du plus grand roi de l'histoire.